Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est d'un peuple meurtri que nous allons parler aujourd'hui, les Yézidis, l'une des plus vieilles communautés monothéistes au monde, dont le berceau se trouve en Mésopotamie, à la frontière de l'Irak, la Syrie et la Turquie. Leur histoire est marquée depuis le XIIe siècle par les persécutions et par l'exil, une histoire tragique qui a culminé en 2014 avec le génocide du Sinjar, perpétré par Daesh et qui a poussé les Yézidis sur la route de l'exode. Regardez ce reportage d'Anthony Lem et de Rudy Saada. On en parle juste après. Aujourd'hui, Adil ne vient que pour quelques heures à son travail. Ce soir, il va célébrer avec sa communauté un des jours les plus importants de la religion yézidi, la fête du solstice d'hiver. Réfugié en France depuis 2014, Adil a très vite trouvé sa place au sein de cette entreprise de terrassement. J'ai le côté là que ça marche pas. Côté complet. Tout le côté là et là c'est cassé. Regarde. J'ai plus de lumière côté là, alors que le côté là-bas ça marche. Adil, pour moi c'est un très bon ami. Moi ça fait pas longtemps que je suis dans la boîte, mais c'était le premier qui m'a accueilli. Il m'a très bien accueilli. Et j'ai fait équipe avec lui pendant 3 mois. On a bossé ensemble sur le chantier. Et après, voilà, Adil, c'est comme pour nous comme le grand frère. Voilà. Non, c'est toi le grand frère. Oui. Ah oui, c'est vrai que je suis plus âgé que lui. En Irak, Adil travaillait dans la sécurité et le bâtiment. Aujourd'hui, agent de maintenance, Adil veille sur le matériel et répare les machines. Il travaille dans cette entreprise de terrassement créée par une famille yézidi arrivée à Forbach dans les années 60. Pour son patron, c'était tout naturel d'aider Adil. La journée, c'est tout. Alors oui, au niveau de la solidarité, oui, c'est très important pour nous. En tout cas, au maximum, quand on peut, c'est d'aider un maximum ces gens-là comme nous, parce que voilà, on est aussi yézidis et chez nous, la solidarité est très importante. Des conséquences psychologiques, forcément, il y en a. Moralement parlant, c'est compliqué. Et ça se voit à travers leur expression de visage, leur manière de faire. Et donc c'est d'abord, je pense, une liberté d'être venu immigrer en France par rapport à ce qui s'est passé là-haut. Donc il y a un traumatisme par rapport à ça. On voit que dans leur visage, c'est un peu compliqué. Le 3 août 2014, l'État islamique déferle par surprise sur le Kurdistan irakien. Dans leur avancée, ils exécutent des centaines de yézidis. Les femmes et les enfants capturés sont mis en esclavage. Ce jour-là, Adil et sa famille fuient leur village. Ils laissent tout derrière eux, leur maison, leurs habits, leurs souvenirs. Dans la débâcle, ils ont la chance de prendre les bonnes routes et évitent les djihadistes. Depuis Erbil, dans le Kurdistan, ils obtiennent un vol pour la France et s'installent à Forbach. Quand on est arrivé en France, on ne connaissait pas la langue, on ne connaissait rien. Il y a quelques mois, j'ai obtenu la nationalité française. On est devenus comme vous. On se souvient des amis qui sont restés là-bas, mais notre vie désormais, elle est ici. Nos parents et nos enfants sont là. Adil et sa femme n'ont pas envie de retourner vivre en Irak, ni pour autant de laisser de côté leur identité. Au contraire, dans cet immeuble où il a investi, il veut réserver un espace pour toute la communauté. Ça, c'est mon endroit. J'aime bien faire quelque chose pour notre culture là. J'ai acheté ça, j'habite là-haut, premier étage, c'est le rez-de-chaussée, c'était un local déjà dedans. J'aime bien en faire quelque chose pour notre culture, ou pour notre... on est plusieurs familles yézidis ici. Au 3e étage de cet immeuble vit aussi Namira et ses 3 enfants. Arrivée du Kurdistan en 2019, cette mère de famille, veuve, est sans travail. Aujourd'hui, c'est jour de fête, elle prépare un plat traditionnel. Je prépare du courtourg.
Il y a des oignons, de la viande, du sel et du boulgour. J'apprends notre cuisine à mes enfants. Ces plats qu'on prépare pour rompre le jeûne. Et ensuite, on se rend chez nos proches pour leur apporter la bénédiction. Les 3 jours de l'année les plus courts sont des jours de jeûne pour les yézidis. Ils symbolisent une peur ancestrale, celle de la disparition de la lumière et donc de la vie. Lors du solstice d'hiver, ils font une grande fête pour casser le jeûne et célébrer le retour des beaux jours. Est-ce que tu connais le sens de notre fête? Non. On fait des jeûnes. Combien de jeûnes? 4 jeûnes. Non, 3 jeûnes. On fait 3 jeûnes. Le soleil est le cœur battant de la religion des yézidis et Namira l'honore tous les jours. Dans son salon sont représentés plusieurs symboles dans le temple de Lalish, en Irak, lieu sacré de son peuple. Puis, elle s'arrête devant les photos des martyrs, dont celle de son mari. C'est le père de mes enfants. Quand on a fui Daesh, on a été séparés. Et c'est là qu'il a été tué. Il n'y avait personne qui s'occupait de nous. Il n'y avait que mon mari, mais il est parti. C'était difficile en Irak. Donc, on est venu ici en France. Merci, mon Dieu. Ça a été très dur pour nous. Et j'aimerais aller visiter sa tombe. On a eu beaucoup de martyrs. Daesh nous a pris énormément de gens et a détruit notre village. Ils étaient nos proches, des oncles, des neveux. Le traumatisme du génocide est encore très présent et les yézidis en parlent difficilement. Kheder a décidé de peindre et sculpter les drames de son peuple. Au fil du temps, son atelier est devenu un véritable lieu de mémoire, un petit bout du Sinjar. Dans mon atelier, j'ai plein d'objets qui me font penser à nos montagnes dans le Kurdistan. Vous savez, mon travail, c'est quelque chose de simple. Je lis des livres, je peins, je sculpte. Les gens sont touchés de venir dans mon atelier. C'est important que le monde sache pour le génocide. Il faut garder en mémoire ce fameux 3 août. Que ce soit l'Europe, les États-Unis ou d'autres nations, tous ont assisté au génocide sans bouger. Face aux exactions de Daesh, la communauté internationale est restée longtemps immobile. Devant l'ampleur des massacres et la situation humanitaire, elle a ensuite accueilli des dizaines de milliers de yézidis, notamment en Allemagne, en France et aux États-Unis. Plus de 40 000 réfugiés restent aujourd'hui encore dans des camps de fortune en Syrie et en Irak. L'association Yahad Inunum leur vient en aide et recueille leurs témoignages pour documenter le génocide. Pour le Père des Bois, le besoin de justice est vital. Le problème, c'est qu'on peut nommer un génocide et ne rien faire. Le problème, c'est tous ces milliers de victimes qui réclament justice. Et pour le moment, il n'y a que l'Allemagne qui est jugée pour génocide et pour crime contre l'humanité. Se pose alors la question du retour des yézidis sur leur terre ancestrale. Revenir ou se construire une vie en Europe, la question fait débat. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'ils retrouvent une vie normale, un job. Et actuellement, notre association nous travaille à ce qu'ils retrouvent des petits métiers qu'ils peuvent pratiquer en Irak, dans leur village d'origine ou n'importe où. Moi, je ne suis pas sûr que les reconcentrer dans des villages, c'est leur rendre service à long terme, parce qu'ils seront bien trop faciles à attraper. Daesh vaincu, ce sont désormais les bombardements turcs qui menacent son village.
Une instabilité qui dissuade Adil et sa famille d'envisager un retour en Irak. La France est un État démocratique, comme l'Allemagne. Ici, chacun mène sa vie, libre, yézidi ou non. Qu'on soit musulman ou pas, chacun peut mener sa vie. La France ne s'occupe pas de la religion. Ce soir, c'est justement le moment de renouer avec les traditions. Toute la famille et les amis se réunissent pour fêter le solstice d'hiver. On branche la musique sur un ampli de fortune et on danse selon la coutume. Je crois que ça va être continu toujours comme ça. Notre culture, ça ne va jamais disparaître, je crois. On fait tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Être yézidi, c'est appartenir à la plus vieille religion monothéiste encore en activité, mais c'est avant tout appartenir à un peuple habitué à l'exil qui préserve ses traditions millénaires malgré la répression. Ils sont quelques milliers à avoir trouvé un refuge en France ces dernières années, le cœur partagé entre la reconnaissance pour leur pays d'accueil et une nostalgie des montagnes yézidis. Bonjour Adiba Kassim. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez 28 ans, vous êtes yézidi, vous avez trouvé l'asile à Genève en 2017. Vous êtes journaliste, vous êtes étudiante en relations internationales et vous êtes aussi activiste au Geneva Center for Security Policy, le GCSP qui se trouve à Genève. Alors on vient de voir ces images, ce documentaire, l'exil dont il est question. Cet exil-là, vous l'avez vous aussi vécu. Qu'est-ce que ces images-là vous inspirent? C'est très touchant. Et comme il a dit, c'est nostalgie, c'est très triste, mais quand même, il y a un peu de lumière, il y a un peu de l'espoir que je trouve dans les yeux de mon peuple. Bonjour Özcan Yilmaz, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes chargé de cours au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Alors on entend ces mots dans le reportage, les yézidis sont un peuple habitué à l'exil. En quoi l'histoire des yézidis est-elle si tragique? Elle est malheureusement tragique, il faut le constater. Et d'ailleurs, selon la tradition yézidi, il y a eu plus de 70 massacres, génocides. Et celui de Daesh constitue le 74e. À cause de leur religion, malheureusement, depuis très, très longtemps, ils sont victimes de massacres, de violences. Et c'est une histoire tragique qui continue. C'est une histoire qui a été, depuis des millénaires, depuis des années, des centaines d'années, une histoire d'exil et de perpétration, enfin, de génocide et d'exaction. Depuis plusieurs siècles, en tout cas, même si la communauté yézidi remonte son origine assez loin, mais en tout cas, depuis plusieurs siècles, depuis le XIIIe siècle, en tout cas, on a régulièrement, à travers l'histoire orale, à travers la tradition yézidi, mais aussi à travers certains documents, on voit que cette communauté a été agressée, a été victime des massacres, des violences et des exils également, parce que la communauté, elle est dispersée, donc, notamment à cause des massacres aussi, surtout à partir des années 1877 et 1914. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on trouve des yézidis dans les régions kurdes, en Arménie, en Géorgie, en Turquie, en Syrie, mais également en Europe. Et donc c'est une histoire de massacre, de violence et d'exil. On va élaborer là-dessus avec vous, Özcan Yilmaz. Mais d'abord, Adiba Kassim, vous habitiez le Sinjar, dans les montagnes du nord-ouest de l'Irak, juste à la frontière de la Syrie. Vous aviez 20 ans, vous y habitiez avec votre famille. En 2014, vous aviez donc 20 ans au moment des bombardements de Daesh. C'est des bombardements de l'État islamique, je viens de le dire. Et ces bombardements-là ont amorcé ce qu'on a appelé le génocide du Sinjar. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Adiba Kassim, ce que vous avez vécu?
Oui, en fait, en 3 août 2014, c'était en été, nous étions dormis sous les étoiles de notre maison, il faisait très chaud. L'État islamique a déjà contrôlé Mossoul, la ville la plus proche de Sinjar. Et puis, on ne pouvait jamais imaginer en fait, que quelque chose comme ça va pouvoir arriver dans notre région. C'était déjà en fait une région très, très pauvre, très ignorée, très, très difficile. Depuis 2003 déjà. Mais en fait, on ne pouvait jamais imaginer que l'État islamique va arriver à Sinjar. On a entendu qu'ils vont venir pour prendre le pouvoir dans la région, mais on ne pouvait jamais imaginer qu'ils vont venir nous massacrer. Donc, la matinée du 3 août 2014, ils ont attaqué Sinjar. Pas beaucoup de membres de l'État islamique qui sont entrés de Sinjar, mais après, les villages d'Arabes qui sont nos voisins, qui sont bienvenus à l'État islamique. Mon français n'est pas très bien. Et qui sont en fait, il nous a trahis avec l'État islamique. Et ils ont commencé de tuer les gens, ils ont contrôlé la région. Mais en fait, nous avons les Peshmerga, les Kurdes, qui nous a promis de nous protéger avant que l'État islamique n'arrive. Mais malheureusement, quand l'État islamique est arrivé, tout le monde nous a quittés. Nous étions seuls, on n'a pas des armes. Et on est tombé sous le contrôle de l'État islamique. En fait, les gens, ils ont essayé d'aller à la montagne, les femmes, les enfants, tout le monde. En fait, on n'a pas les armes de se battre. Une majorité, ils ont fui à la montagne. Le reste, ils ont essayé de trouver d'autres endroits, de fuir. Moi, avec ma famille aussi, on quittait, on ne savait pas ce qui va se passer. On pensait que c'est 1 heure, 2 heures et après on va rentrer. On ne pouvait pas imaginer que c'est vraiment la dernière fois qu'on voit notre village, notre région, notre peuple. Donc on a tout laissé derrière nous et on a fui. Moi, en fait, avec les gens avec qui j'étais, on a quitté le village juste 1 heure avant que l'État islamique arrive, même pas 1 heure, 15 minutes. Et puis, à ces jours-là, en fait, c'est inimaginable, c'était terrible, en fait. J'ai vu tout, en fait, les gens qui ont été tués devant nous, il y a les femmes qui donnent la naissance dans les voitures. Il y a les gens qui marchent, il y a dans les pick-up, vous trouvez plus de 20 personnes qui sont ensemble. Parfois, vous êtes obligé de quitter des membres de votre famille derrière vous parce que vous devrez, à ce moment-là, je prends qui? Je prends ma petite fille, je prends ma mère, je prends mon père, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, à ce moment-là, on a dit oui, c'est un génocide. Ils sont venus de nous supprimer. En fait, c'était écrit dans le charte de l'État islamique exclusivement, de supprimer cette minorité, cette ethnique. Özcan Yilmaz, vous connaissez bien cette région, vous l'enseignez, vous êtes allé sur le terrain. Elle est au cœur de la Mésopotamie, à la frontière de l'Irak, de la Syrie, de la Turquie. Le Sinjar, comme vous le disiez, Adiba Kassim, c'est pas très loin de la ville de Mossoul, qui a longtemps été le bastion de l'État islamique. Parlez-nous un petit peu de la géopolitique de ces lieux-là. C'est une région qui est malheureusement caractérisée par une grande instabilité depuis très très longtemps, donc depuis en tout cas la Première Guerre mondiale. Et dans le passé, les Yézidis ont aussi été victimes en fait des empires, des États, de la violence des empires et des États qui étaient en place pour différentes raisons, donc soit pour les convertir à l'islam, soit pour chercher des soldats en fait dans cette communauté. Et donc, ils étaient souvent victimes en fait, de la géopolitique, des rivalités entre les États. Mais la situation est devenue beaucoup plus difficile à partir de 2003. À partir de 2003, à la suite de l'intervention américaine en Irak, on a eu en fait, l'effondrement de l'État, la disparition en fait, de l'État. Une certaine partie des Yézidis étaient sous le contrôle du gouvernement régional kurde, mais ils n'étaient pas tous sous le contrôle du gouvernement régional. Ainsi, quand à la suite de l'effondrement de l'État irakien et par la suite du retrait des États-Unis de l'Irak, on a assisté à l'émergence des mouvements djihadistes
comme Daesh, encore une fois, les Yézidis se sont retrouvés en fait au cœur de rivalités impliquant des États voisins comme des acteurs non étatiques. Et à ce moment-là, Daesh s'est tourné avec les autres communautés, donc contre les communautés qui étaient considérées comme des communautés dont le meurtre est légitime parce que soit ils n'appartiennent pas à la religion qu'ils défendaient, soit ils ne pratiquaient pas la religion comme eux pratiquaient, soit c'était des gens comme des Yézidis en fait, qui ne faisaient pas partie des gens du livre et dont le meurtre était légitime s'ils ne se convertissaient pas. Ainsi, on en vient, Özcan Yılmaz, au cœur de la religion yézidi, ce qui a donné lieu à tous ces massacres, à ce génocide du Sinjar en 2014. Vous pouvez nous tracer les contours de cette religion-là, qui est l'un des plus vieux monothéismes au monde ? C'est, comme vous venez de dire, donc c'est un monothéisme très ancien. Les origines remontent très très loin, en fait, à un passé très lointain aux religions. On peut retrouver certaines traces des anciennes religions de l'Iran. Il y a l'idée d'un Dieu unique, mais il y a une différence très importante par rapport aux autres monothéismes. Donc, dans cette religion, il n'y a pas de prophète. Il y a donc 7 archanges, 7 anges qui jouent en fait un rôle important, occupent une place très importante dans la création de l'univers, dans la création de l'humain. Et parmi ces anges, il y en a un qui s'appelle Melek Taous, qui occupe la place la plus importante. Et dans cette communauté, il y a aussi l'idée de peuple élu, parce que c'est le peuple qui a été créé par Melek Taous et par Dieu. Et la malchance en fait, de cette communauté, cette religion, c'est que cet ange, en fait, Melek Taous, l'ange Paun, qui occupe une place très importante, déterminante dans la religion yézidi, dans les religions monothéistes voisines, notamment chez les musulmans, cet ange est associé en fait, à l'ange déchu, à Lucifer. Ainsi, en fait, dans des contextes différents, des fanatiques, comme des gens qui, pour des questions géopolitiques, économiques et autres, trouvent un prétexte pour agresser cette communauté, pour massacrer, pour piller. Donc ça s'est aussi arrivé, malheureusement. Adiba Kassim, en 2014, vous nous racontiez que vous avez fui votre maison avec votre famille, mais vous êtes quand même resté sur place pendant 4 ans dans des camps de réfugiés, mais aussi sur le terrain. Vous êtes retourné pour faire votre travail de journaliste, pour aussi récolter les témoignages des exactions, des personnes qui parlaient des exactions, qui racontaient les exactions qui avaient été commises. Racontez-nous ce qu'elles vous ont dit, quel témoignage vous avez pu récolter. En fait, oui, comme l'État islamique, quand ils sont arrivés, ils ont tué les hommes, ils ont fait des massacres, ils ont commis des massacres, et ils ont kidnappé beaucoup de femmes, plus de 6000 femmes et enfants yézidis. Et donc, les femmes, ils sont parties sont mariées avec des membres de l'État islamique. Et les enfants, en fait, les garçons, ils sont devenus les enfants soldats et tout. Donc, oui, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de récolter les témoignages pour qu'un jour, pour qu'on trouve la justice pour notre peuple. Et puis, c'était important pour moi d'écouter ces femmes-là, des femmes yézidis, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Et en fait, au début, on a essayé de sortir ces femmes de l'État islamique. Des femmes, pardon de vous couper, Adiba Kassim, mais des femmes qui ont été des esclaves sexuels. Exactement, ils sont devenus des esclaves, mais on a essayé de les acheter, de les amener. Donc, on va trouver des contacts dans les villages arabes ou dans des anciens contacts qu'on connaissait dans ces régions qui sont contrôlées par l'État islamique pour qu'ils nous amènent ces femmes. Et donc, on va payer des mille de dollars pour qu'on les amène. Mais ce n'était pas facile. Donc, petit à petit, on essayait de les ramener. Et puis, comme j'ai dit, ils sont remariés plusieurs fois. Il est marié avec un membre de Daesh. S'il est mort, il est
ils vont lui donner à quelqu'un d'autre. Ils ont même le donné comme des cadeaux. Comme des marchandises. Exactement, vous êtes un bon soldat, vas-y, en fait, prenez une femme yazidi qui est la plus belle, etc. Et donc, malheureusement, il y a toujours plus de 2000 femmes yazidis qui sont toujours kidnappées. Les autres qui sont restées sur place, avec qui on a vraiment fait la documentation et tout, ils sont dans les camps. Une petite minorité qui sont partis pour le rehabilitation, pour le soutien, exactement, pour le soutien psychologique dans plusieurs pays. Mais la majorité, c'est toujours resté sur le place. Pour la santé psychologique, c'est très difficile. Il y a beaucoup de femmes qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à se soutenir. La situation est difficile. Ils sont dans les camps. Leurs membres de la famille sont toujours kidnappés. Ils ont un peu de désespoir. Ils peuvent pas, ça fait bientôt 8 ans qu'ils sont dans les camps et qu'ils n'arrivent pas à retourner chez eux. Donc, il n'y a pas un présent, pas un futur. Et c'est très difficile. Et les témoignages, comme vous le faites, Adiba Kassim, sont évidemment très importants. Özcan Yilmaz, il a été reproché à la communauté internationale d'avoir réagi de façon peut-être pas assez rapide à l'époque. Est-ce que ça, c'est vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, le danger était réel. On avait vu, en fait, Daesh, comment il tuait, massacrait, se comportait avec les chrétiennes. Et des menaces étaient déjà connues. Ce n'était pas un secret. Et petit à petit, en fait, ils se sont rapprochés des villages. Ils ont commencé à encercler. Et à ce moment-là, en fait, malheureusement, personne n'a réagi. Personne n'a pris cela au sérieux. Et quand la communauté internationale a réagi, c'était déjà trop tard. Donc, le pire avait été fait. En fait, avec tout ce que je suis née, grandie dans la guerre. Tout ce que j'ai vu, c'est la guerre. Quand je suis arrivée en Suisse, il y a 4 ans, c'est très difficile de vivre dans la société ici parce que c'était trop calme pour moi. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps de l'accepter que c'est ça la réalité, c'est ça la normalité que les gens doivent avoir. Et puis, en fait, après le génocide, je suis devenue réfugiée. Après, je suis retournée sur le terrain pour vraiment montrer la réalité de ce qui se passe à Sinjar. Donc, j'étais avec militaires, j'étais avec les femmes survivantes, j'étais sur les frontières très proches de l'État islamique. Je voulais vraiment documenter et vraiment dire quelque chose parce que on pensait qu'en fait, le monde ne nous attend pas. Et tout le monde a fermé les yeux quand le génocide... le massacre de l'État islamique. Et puis, en 2014. En 2014, exactement. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit que j'ai rien à perdre, donc je peux seulement gagner. Et donc, je continue à dire ça, en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien vraiment prendre une carrière dans la justice et puis pour vraiment servir, pas seulement ma communauté, mais si je peux vraiment servir dans d'autres communautés. Parce qu'il y a beaucoup de peuples, beaucoup de communautés qui souffrent aujourd'hui comme des Yazidis. Surtout en ce moment. En tout cas, merci à vous deux. Vos voix sont entendues. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.